On va lire l'article. Une étude de l'IFLOP qui paraît mercredi 17 juin, à laquelle Libé a eu en accès en exclusivité, rapporte que l'étranglement, les morsures, le bâillonnement sont largement intégrés dans les relations sexuelles des jeunes femmes. Des pratiques qui interrogent la question du consentement. Déjà, première question, pourquoi que les jeunes femmes? Et les femmes de moins de 35 ans, 71% ont déjà reçu une fessée de leur partenaire. Oui, bon, ça... Non mais attends, une fessée de quel type? Une fessée en mode fessée parce que tu passes devant moi, fessée parce que je te punis, fessée jusqu'à ce que tes fesses soient rouges et fassent mal, c'est pas la même chose. Déjà, premier problème, 50 nuances de fessée. Fessée parce qu'on est dans un RP j'ai été passage, je suis une brate, c'est quoi? Les puritains de chez Libé qui ont jamais dépassé le stade du missionnaire. Après, moi j'ai pris l'article de Libé parce que j'espère qu'il sera un peu plus mitigé. On verra. Là pour l'instant, ils donnent les chiffres de l'étude, mais on va voir ce qu'ils en disent. Il m'arrive, avec certains de mes amants, de recevoir une fessée, de me faire griffer, mordre ou de pratiquer l'asphyxie érotique. Je trouve ça très excitant d'en garder des traces physiques, comme des petites marques ou des bleus. Pour moi, ce souvenir a quelque chose d'assez érotique. Ah oui, c'est mignon. Célestine, tous les prénoms ont été changés. 32 ans, parle avec liberté de ses partenaires, souvent des hommes, parfois des femmes, et de ce qui l'excite. Pour avoir eu une sexualité plutôt conventionnelle, dominée par l'idée que le sexe était très sérieux, il y avait une sorte d'obligation de performance. Elle s'est intéressée ces dernières années à des pratiques qui pourraient apparaître comme plus brutales. La limite pour moi, c'est l'humiliation. La gifle, je ne supporterai pas. Il m'est d'ailleurs arrivé qu'un garçon le fasse sans mon consentement. Je lui ai immédiatement dit d'arrêter. Il a recommencé, je l'ai viré de chez moi. Pareil les guides. Globalement, bon, arrête-toi en fait. Mais lorsqu'ils sont consentis, les jeux de pouvoir m'amusent. D'une façon générale, je rigole beaucoup pendant que je baise. Bah oui, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Plutôt qu'avoir des paniques morales là. Je veux dire, à chaque fois, on présente l'acte, on présente son niveau de violence. Mais je veux dire, tout est dans le premier paragraphe. Hein. Si on se fie à un truc de... Voilà, si on part sur le truc de consentement et que ça rassure les gens, bah il s'agit de ça. Qui consent, qui ne consent pas. Fin de l'article, voilà. L'article, ça pourrait être juste ça. Oui, ok, les jeunes, ils font des trucs plus hard, mais globalement, s'ils consentent, c'est ok. Ça démontre les arguments du consentement qui peut être brisé. Mes frères, regarde à quel point elle est sérieuse. Ah, le truc du consentement, ça démontre les arguments du consentement qui peut être brisé. Mais en fait, les gens, moi, je comprends pas ce truc de... Le consentement, ça tient pas puisqu'il peut être brisé. Ah si, du coup, ça tient. Ça tient par son absence, en fait. Genre, c'est parce que ça peut être brisé qu'il y a plus de consentement. Enfin, je sais pas. Après, peut-être j'ai mal compris ta phrase. Célestine est loin d'être la seule femme de sa génération à intégrer dans sa sexualité ce type de pratique. Une enquête de l'IFLOP, réalisée pour le compte du site Joy Club, dédié à la sexualité positive. Hey, qui paraît ce mercredi 17 juin et dont Libé fait état en exclusivité, révèle que chez les femmes de moins de 35 ans, 71% ont déjà reçu une fessée de leur partenaire, 44% ont déjà fait l'amour en étant attachés avec des cordes ou des menottes et 30% ont déjà pratiqué des jeux érotiques de domination ou de soumission. Ça me paraît banal en fait. Oui, puis en plus c'est 50 nuances de fessées, 50 nuances de bondage. Je veux dire oui, ok, t'as mis des menottes pour essayer, haha. Oh là là, je vais te faire une fellation avec des menottes. Ouh là là, je ne peux pas mettre mes mains quand tu appuies sur ma tête. Je suis un peu coincé, je fais des bruits. Blablabla. Oh là là, qu'est-ce que c'est excitant. Oui bon. Ça va, c'est mignon. Globalement, c'est mignon, c'est consenti, c'est ok. Il n'y a rien de neuf là-dedans, oui. Si ce n'est la proportion peut-être qui augmente de gens. Et après, la question du coup, c'est est-ce que selon l'avis de certaines féministes, hein, bien sûr, les gens seraient matrixés par le porno et c'est très dangereux. C'est vraiment un problème, cette augmentation. Moi, je trouve pas. Parce que dans un lieu comme la sexualité, où on fait confiance à quelqu'un, bah, on peut expérimenter aussi, ça on expérimente avec son corps. Et la soumission et la domination, c'est des expériences du corps, quoi. La jouissance, elle vient de là, quoi. De la contrainte, de la puissance. Autant expérimenter avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on est en confiance, quoi. Les gens, ils s'amusent, oui. Plus de 6 sur 10 se sont aussi déjà fait gifler, mordre ou tirer les cheveux. Et 37% ont déjà testé l'étranglement ou le bâillonnement par des mains ou un objet. Un drap, par exemple. Oui, voilà. Des chiffres largement supérieurs à ceux de leurs aînés, qui sont 2 fois moins nombreux à avoir fait l'expérience de ces différentes pratiques. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une exception française. Diverses études portant sur la prévalence du sexe violent chez les jeunes, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Belgique, en Islande et en Italie, ont aussi attesté ces dernières années que ces pratiques avaient intégré le répertoire sexuel courant. Oui, il y a un glissement. Certaines choses qui à l'époque appartenaient au domaine du BDSM ont glissé aujourd'hui vers des pratiques plus courantes dans la sexualité de tout le monde. Mais moi j'ai envie de dire un truc, plutôt que de mettre le doigt sur oulala mais les jeunes ils veulent de la violence et tout, pourquoi on pourrait pas se poser la question par exemple du marché des sextoys et du fait que globalement pour continuer de fournir des sextoys et avoir de plus en plus de variétés de choses à vendre aux gens en matière de sexualité, on s'est mis à vendre des menottes, on s'est mis à vendre des jouets faits pour des rapports plus BDSM, on s'est mis à rendre le BDSM
sexy aussi. C'est-à-dire que c'est au-delà du fait que la pornographie se déploie et que globalement les gens ils ont des pratiques, voilà, il y a aussi le fait que c'est le marché qui construit ça. Enfin, je veux dire, maintenant que tu as des passages du désir, boutique un peu bourgeoise, de la sexualité, tout coûte cher, et globalement ils vendent quoi ces gens-là? Il y a beaucoup de trucs SM dedans. Même dans les boutiques un peu safe, il y a du BDSM. Ça t'invite à pratiquer du BDSM. Oui, enfin, c'est surtout le porn. C'est un marché. C'est un marché. Les gens, en fait, je pense aussi, les gens, ils achètent plus de sextoys, plus de trucs relatifs à leur sexualité aussi. C'est-à-dire que par le passé, les gens n'avaient peut-être parfois jamais de sextoy. Je pense qu'aujourd'hui, pour la plupart des meufs, elles ont, je sais pas, une magic wand, un dildo. Ça me fait penser au dark romance. Il y a une giga communauté auquel j'arrive pas à adhérer. Mais moi pareil, le truc de dark romance en mode ah voilà, vous voyez, génération dark romance, c'est un problème et tout ça. Globalement, quand je regarde un film d'horreur, je pars pas du principe que c'est vrai. Déjà, première chose. Donc bon, laissez-moi regarder une fiction sans partir du principe que j'y crois. Sinon, on va tomber dans les mêmes paniques morales que oulala, les enfants deviennent violents à cause de GTA et les jeux vidéo. Oui bon. Après voilà, peut-être il y a des meufs, peut-être il y a des mecs, ça les trique, c'est dark romance. Mais autre argument, ça c'est l'argument un peu nonor, et ça elle a raison de le dire. Vous pensez que par le passé il n'y avait pas de dark romance? Enfin, je veux dire, la France a pondu l'un des romans BDSM les plus connus qui s'appelle Histoire d'eau, qui est un truc quand même turbo violent quand tu le lis. T'en as une lecture féministe aujourd'hui, enfin voilà, tu tombes des nues. Bon, c'est quoi la dark romance? Bah globalement c'est de la romance, mais avec des rapports de contrainte, de domination, de manipulation, de négligence, de violence. Et Twilight, Twilight c'est soft en termes de dark romance, non? Genre nuance degré, oui ça en fait partie, mais je pense que c'est soft. C'est du toxic Yuri mais hétéro. Oui voilà, c'est ça. Genre je sais pas, ça va être un scénario où une personne est secrètement amoureuse de toi et elle fout ta vie en l'air, te mettre dans une condition où tu dépends d'elle, par exemple. Ça c'est de la dark romance, voilà. Et je vois pas le problème. Au pire, si vous aimez pas ça, vous lisez pas ça. Mais je vois pas pourquoi ça ne devrait pas exister. Je veux dire, on sort des films d'horreur de fou, hein. Et il y a des gens qui peuvent y croire, hein. Moi, quand j'étais gamin, les films d'horreur, j'y ai cru. Ça m'a fait peur, ça m'a fait faire des insomnies pendant des années. C'est une relation du type les problèmes. Oui, c'est ça, c'est une relation toxique. En fait, la dark romance, c'est des romances toxiques. Mais parce qu'il y a certaines relations qui le sont. Et ça parle à des gens. C'est pas pour dire il faut faire l'apogée des relations toxiques, mais je suis d'accord, il y a plein qui kiffent, mais les histoires de viol. Oui, bah, en fait, les histoires de viol, vous êtes bien gentil, oui, bon. La pornographie, le hentai, il y a toujours eu de ça, en fait. Globalement, bon, les meufs, elles ont jamais l'air de kiffer entièrement, quoi. Bon, dans l'industrie de la pornographie, ça change. Non pas qu'elles kiffent, mais qu'on essaye de te donner l'impression qu'elles kiffent. Notamment le fameux sourire à la fin d'un tournage. Souris pour la caméra. Rassure le mec que tu étais bien consentante. Il y a des profèmes qui nous regardent quand même. Fais un sourire pour les profèmes. Voilà. Voilà, et après dans le hentai, mais le hentai, les gens, c'est très souvent des meufs contraintes, hein. C'est souvent des meufs, elles sont en mode, enfin, je veux dire, c'est quoi la phrase la plus connue du hentai? Yamete kudasai. Ça dit tout en fait, genre c'est bon. Arrêtez s'il vous plaît, genre c'est bon en fait. On peut penser que c'est une trace d'une pornocratisation des fantasmes masculins qui se trouvent dans les pratiques sexuelles. Il y a cette idée que le sexe vanille est un truc de has-been, analyse François Cross, directeur du pôle actualité politique de l'IFOP. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ça rentre dans l'ordinaire, c'est banalisé au point de devenir une norme sexuelle. Et pourquoi pas? Il est possible que certaines femmes l'acceptent, en se disant que c'est le prix du coït hétérosexuel, de la même façon qu'elles ont accepté la fellation ou la sodomie. Comme si pour montrer pour montrer qu'on était une fille ouverte et moderne, il n'y avait pas de problème à s'adonner à ça. Mais c'est quoi cet article de fou là? Non mais ça me pose un problème moi. En fait, ok, dans le couple hétérosexuel, on peut se méfier de l'homme qui arrive et qui essaye voilà, de modeler la femme à son image, de la pousser de lui dire non mais ça t'aimes bien mais ça c'est nul. On va faire ça, il va falloir que tu apprennes à aimer ça, de toute façon je vais te faire aimer ça, je vais te transformer quoi, je vais te voilà. Ça évidemment, et c'est bon globalement ça mène jamais à des choses très saines, hein. Et c'est pour ça que la plupart du temps c'est des relations où t'as un mec qui est quand même sacrément plus âgé, qui arrive à le faire sur une meuf qui est sacrément plus jeune et qui du coup c'est pas trop ce qu'elle veut, voilà tu vois. Mais là c'est un problème quoi. Problème cet article là, François Cross là, directeur du pôle actualité politique de l'IFOP. Déjà qu'est-ce que tu parles de sexualité frère? On parle de politique habituellement. Il est possible que certaines femmes l'acceptent en se disant que c'est le prix du coït hétérosexuel de la même façon qu'elles ont accepté la fellation ou la sodomie. Premier problème, et si ça venait d'elles? Peut-être elles kiffent comme ça, hein. Peut-être même qu'il y en a certaines, si c'est pas un peu violent, elles ont du mal à jouir. Voilà. Et après, bon, ça c'est des hétérosexuelleries. Elles ont fini par accepter la fellation ou la sodomie. Bon, alors la fellation, faut aller se faire enculer. C'est pas une folie hein, de faire une fellation. C'est une folie quand même, genre c'est... Mais à quel point les gens trouvent la sexualité sale pour se dire que mettre un sexe dans sa bouche, c'est sale. Et c'est fou, hein. Et
La sodomie pour les hétéros, je comprends davantage. Moi, en tant que meuf trans, j'avoue, c'est un peu la norme, mais c'est aussi parce que bah nous, on n'a pas de chat. On se débrouille autrement. Mais la sodomie pour les meufs hétéros, je peux comprendre. Tu sais, t'as pas envie de t'y jeter tout de suite, quoi. T'es en mode, oui, bon, c'est quand même le trou à caca. Comment on fait pour se nettoyer? Oh là là, c'est chiant. C'est une pratique beaucoup plus exotique pour les hétéros. La sodomie, faut aller se faire sucer. Oui, tant que ça. Ah ouais, moi, je pense chez les hétéros. Mais alors, moi, il y avait une constante qui me faisait beaucoup rire. C'est que quand j'avais des meufs hétéros qui savaient que j'étais des meufs trans dans mon entourage, le jour où elles essayent la sodomie, je sais pas pourquoi, elles viennent m'en parler. Genre, il faut en parler à la meuf trans, quoi. Ah, j'ai essayé la sodomie avec mon mec, c'est super. Ok, d'accord, je sais pas, je suis guide en sodomie, peut-être. Voilà, j'ai un doctorat en sodomie, je crois. Il y a la religion aussi, oui, il y a la religion aussi. Mais globalement, voilà, pour les hétéros, bon, la sodomie, je peux comprendre, il y a un peu plus cette peur. La fellation, moi, je vous jure que je ne comprends pas, quoi. En fait, je suis en mode, mais les filles, faites des fellations. Mais les mecs, faites des cunis. Il n'y a pas que votre meuf qui doit être à quatre pattes à sucer votre queue. Genre, allez-y. Genre, que ça soit un partage, en fait. Que chacun mette sa bouche à un endroit, tu vois. Et un petit doigt dans le pétou, on en parle. Ben, en fait, là, même problème. Doigt dans le pétou, en fait, la plupart des mecs, s'ils savent pas ce qu'ils font, ton doigt, c'est un mikado. Après, force à toi, si ça te dérange pas. Mais moi, jamais je mets mon doigt dans un cul poilu d'hétéro qui ne sait pas comment s'y prendre. Je n'ai pas envie d'avoir un mikado au bout du doigt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Soyez propre, les gars. C'est pour ça que même chez les, par exemple, les gays, les queers et tout ça, on se fait beaucoup plus confiance pour ce qui est de la propreté anale. C'est sûr que c'est plus simple quand il y a quelqu'un qui fait un anulingus, quand t'es avec des queers, de se dire, vas-y, je mets pas ma bouche à l'endroit le plus dégueulasse du monde, là. Alors que les hétéros, mais au secours. Genre, désolé, mais si moi en fait, s'il y a un mec hétéro qui s'est jamais nettoyé le bal-trou avant de baiser, qui est avec une meuf et qui lui dit fais-moi un anulingus, mais pour moi c'est de la torture. Faut arrêter, en fait. Faut pas faire ça, en fait. Si vous voulez avoir ce genre de pratique, les gars, nettoyez-vous le cul, achetez-vous une poire. Goût noisette, non mais quelle horreur, au secours. Ah oui, bon, après les gens sont des fragiles. Oui, bon, bah écoute, si t'aimes bien le Nutella, force à toi, mais c'est l'énième point commun entre les rebeux LGBT, les deux font des lavements. Les deux sont beaucoup plus propres que la moyenne niveau cul, ouais. C'est un hétéro bien musulman qui se lave le fion, pas peur du mikado. Alors en fait, le problème, c'est que dès que ta langue, elle franchit quelques centimètres, globalement, tu retrouves les pépites de chocolat, quoi. C'est bien de nettoyer l'extérieur, mais la poire, elle va un peu plus loin en profondeur. Voilà, c'est ça. Mais voilà, oui, globalement, les mecs, nettoyez-vous de base, hein. Bref, comme si, pour montrer qu'on était une fille ouverte, bon voilà, qui est ce mec là, François Cros, là, déjà j'ai envie de voir sa tête. Que ce mec baise, on va le savoir tout de suite. Oula. Waouh. Bon voilà, globalement ce mec baise pas beaucoup, je crois. À lui. Je m'emmerdais. Lola, française de 34 ans, qui travaille en freelance en Allemagne et organise des soirées sex positives, le confirme. J'ai été sexualisée très tôt dans ma vie. Bon, globalement comme toutes les meufs, quoi. Au début de la vingtaine, j'avais une posture de femme un peu fragile qui voulait être désirée. Ce qui était attendu de moi, c'était d'être soumise. J'en ai avalé des couleuvres, il y avait un vrai male gaze. Ça ne m'excitait pas vraiment que ça soit attendu de moi. C'était de plaire. Attends, ça ne m'excitait pas vraiment que ce qui soit attendu de moi, c'était de plaire. Bon, ça, après, parcours classique de meuf hétéro, soumise de base. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que, en fait, comment dire, toujours hein, en matière de sexualité, en matière de féminisme, moi, je dirais ce truc-là. Ce n'est pas parce que le patriarcat attend des femmes qu'elles soient soumises que la soumission devient le problème. Le problème reste le patriarcat. Le problème, c'est l'injonction à être soumise. Mais s'il y a des meufs qui sont soumises et qui se leur plaît, en fait, c'est comment dire, le problème du patriarcat, c'est de créer un destin rigide. C'est de pas permettre aux femmes de se diversifier, d'aller vers ce qu'elles ont envie, de laisser leurs désirs s'épanouir et voire même de retourner complètement la table de ce que le patriarcat attend d'elles. C'est-à-dire, je sais pas moi, être une femme indépendante et dominante, par exemple. Et encore, femme indépendante et dominante revient dans la boucle du patriarcat, notamment dans les milieux bourgeois finalement. Elles redeviennent des hommes, elles en redeviennent phallocrates. On l'a vu au moment de Depardieu. Il y a quand même beaucoup de femmes pour les défendre. Bon, dès que tu arrêtes d'être soumise, ils débandent. Oui, bah ça c'est un... Ouais, mais non, mais après ça c'est un problème chez des mecs aussi. Moi je pense, un des trucs que je trouve le plus ridicule chez les hommes, c'est que vu que le patriarcat attend des femmes qu'elles soient soumises, à l'inverse, elle attend des hommes qu'ils soient dominants. Sauf que le problème c'est que être dominant, pour moi, c'est pas une question de posture, c'est une question d'expérience. C'est pour ça que dans le milieu BDSM, on dit par exemple que les soumis expérimentés finissent par faire de bons dominants. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est comme t'es un élève dans une école de musique, tu vas beaucoup entendre des gens jouer mieux que toi, mais c'est parce que tu les entends et que tu les regardes que tu finis par savoir bien jouer toi aussi. C'est un peu pareil. Donc, un des problèmes que j'ai avec les hommes, c'est ce besoin qu'ils ont, même face à une femme
qui a peut-être beaucoup plus d'expérience qu'eux, de vouloir être dominant avec elle. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des puceaux ou des garçons qui ont baisé 1 ou 2 fois. Ils croisent une meuf qui en est à plusieurs années d'expérience, qui a roulé un peu sa bosse, qui s'amuse, et ils veulent la dominer. Et ils veulent pas rentrer dans une relation où elle leur explique des choses, elle les décoince. Non, non. Et c'est ce qui les rend cons et c'est ce qui les rend violents. Parce qu'ils ont quelque chose à prouver sur cette meuf-là. Et c'est pour ça que ces meufs-là veulent pas d'eux. Et ça, les mecs le comprennent pas. C'est pas juste, vous avez le menton trop rentré, les gars, vous êtes moches et tout ça. Non. C'est aussi votre disposition par rapport au patriarcat. Je dois dominer, je ne peux pas recevoir une expérience d'une femme et tout. Et moi, je trouve vraiment, je trouve ça bien. Franchement, si vous tombez sur une meuf qui a plus d'expérience que vous, les gars, profitez-en parce que même pour elle, c'est potentiellement un truc qu'elle a pas l'habitude. Tomber sur un mec qui accepte, tu sais, qui est à l'écoute, qui est en mode vas-y apprends-moi des trucs et tout. Bah en fait peut-être que ouais, elles connaissent pas trop. Hein. Passe direct pour une castratrice. Mais oui c'est ça. Oui mais en fait. Après, le problème, c'est que dans la sexualité, la norme, elle est tellement intégrée dans les représentations que c'est les représentations qui font bander. Et c'est ça le problème. C'est que le problème, c'est que c'est bien de dire ça à ces hommes-là. Mais le problème, c'est que, techniquement, il y en a beaucoup qui arrêtent de bander. Et s'ils se projettent pas dans ce truc de « Oh là là, je vais dominer, j'ai de l'expérience, je suis le mal », ils ne bandent pas. Et j'ai envie de dire, tant pis pour vous, les gars. Choisis pas volontairement sur quoi on bande. Oui et non. Sur le moment, tu ne choisis pas sur quoi tu bandes. À long terme, finalement, tu choisis quand même de construire des sentiers de désir vers des choses qui te font bander. C'est-à-dire, au bout d'un moment, t'as quand même, en fait, dans le temps, dans l'évolution de ton désir, t'as quand même une marge de responsabilité, d'agentivité, tu vois. On peut construire un peu son désir quand même. Oui, et moi, finalement, je pense que vous êtes toujours un peu hypocrite quand vous partez du principe que la sexualité et le désir, ça serait un truc qui vous tombe dessus et que, va savoir, vous êtes des gauchistes, vous êtes capable de me tenir un discours constructiviste à peu près à propos de tout, mais bizarrement, quand on tombe dans la sexualité, il y en a plein qui se replient sur le ah bah je suis comme ça, désolé. Quoi alors que c'est toujours une norme. Hein. Allez lire Foucault, hein, qu'est-ce que je peux vous dire hein. C'est aussi construit. Hein. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est que quand bien même c'est construit, sur le moment, bah, soit ça fait bander, soit ça fait pas bander. Donc ça, je peux comprendre. D'accord sur ça, ça fait un peu de temps que je navigue entre désir et autres, et c'est plutôt malléable. Oui, alors que pour moi, le vrai kiff, mais il y a plein de mecs en plus, ça les ferait kiffer, c'est de se retrouver dans des ambiances où il y a plein de pratiques qu'ils connaissent pas autour d'eux, ils sont un peu perdus, et en fait ils sont excités de la nouveauté, voire même c'est dans ce genre de trucs qu'ils vont essayer des choses qu'ils ont jamais pu essayer. Genre le mec hétéro qui arrive dans une soirée. Oh là là, c'est kinky. Oh là, oh, est-ce que je sucerais pas une bite aujourd'hui? Personne ne le saura. Bref, vous faites la sauveuse du désastre hétéro. Mais moi, j'essaye vraiment de les... En fait, j'essaye de les sauver. Plutôt que leur dire de se méfier les uns des autres, je suis juste en mode... En fait, j'essaye de calmer les garçons et de rassurer les filles, en fait. Mais non, c'est pas que construit vraiment. Je suis pas sûr. On lance un sondage qui a déjà bandé. Dans un bus à l'adolescence, on est largement majoritaire. Oui, et donc, c'est construit quand même. Hein. Le sexe, au final, ça reste toujours de la pénétration. En tout cas, pour les gens, ça reste un peu la référence, ouais. Pour beaucoup de femmes à qui nous avons parlé, le rapport aux jeux brutaux est une histoire faite de nuances. Et souvent de curiosité, parfois aussi de volonté de prendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir. Lola pratique par exemple aujourd'hui la domination, qui correspond davantage à ses envies à elle. Célestine, qui précise que ces pratiques se font aussi bien à son initiative qu'à celle de ses partenaires, ne saurait pas dire comment elles ont atterri dans son imaginaire. D'abord, puis dans son lit, il m'arrive de regarder du porno, et ce que je vois peut matcher avec ce que je fais au lit. Mais ce sont des choses que l'on peut aussi voir dans le cinéma japonais d'auteurs des années 70 ou dans la pop culture, observe une scénariste parisienne. Oui, bon, ok. Là, c'est le milieu bourgeois du shibari parisien qui parle. Dans le cinéma japonais d'auteurs des années 70, pourquoi pas? Moi, je suis pas dans ce milieu shibari et tout. M'en branle. Quoi? Mais jamais de la vie, le sexe, c'est la peiner ou bander. Non, mais c'est pas que ça, les gens, oui. Après, ça parle shibari, oui. Maryse Frochot, sexothérapeute basée à Lyon. Oula. Relève, elle, qu'il n'y a pas que le porno. Il y a aussi toute une industrie pop qui véhicule cela et qui montre cette sexualité comme cool. La série Euphoria sur HBO, accessible à un public très jeune, montre une sexualité hyper trash. On est loin de ce que l'on voyait avant. Ou après un dîner romantique, on se déshabillait en 2 secondes, on passait sous la couette et où les deux avaient un orgasme en même temps 3 minutes après. Et alors, mais tu me décris un rapport sexuel qui n'a pas l'air très, très divertissant. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Oh, quand même, les jeunes. À notre époque, ils se déshabillaient rapidement et voilà, 3 minutes l'orgasme, c'est fini. Et du coup, 3 minutes d'orgasme pour qui? Oui, parce que là, c'est très idéal, regardez. Attendez, on se déshabillait en 2 secondes.
ont passé sous la couette et les deux avaient un orgasme en même temps 3 minutes après. Mais dans quel monde, Maryse Frochot, dans quel monde la plupart des femmes avaient des orgasmes? Genre, les mecs avaient des orgasmes, oui, après ils s'arrêtent. Et la femme, oh, elle a gémi, elle a dû avoir un orgasme, voilà. Personne ne vit ça, mais c'est une folie. Mais même ce truc de l'orgasme synchronisé, ça vraiment, c'est un truc de début, je sais pas, peut-être je suis d'élu, mais j'ai l'impression que c'est un truc de débutant. C'est une représentation de débutant. Oh, le vrai sexe, c'est quand on a un orgasme en même temps. Je vais jouir en elle et ça sera le pink, elle va crier à ce moment-là et on va jaillir comme des volcans de bonheur. C'est un fantasme, oui, c'est un fantasme. C'est rare de jouir en même temps. La plupart du temps, il y en a un qui jouit et il aide l'autre à jouir ou voilà quoi. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la proportion de personnes qui baisent, mais qui, pour se faire jouir, finissent en se masturbant. Ça serait une vraie question. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que la plupart des gens arrivent à jouir pendant l'acte ou est-ce que, en fait, faut sortir aussi de cette idée de je vais jouir pendant l'acte, la plupart des gens se font jouir après. Plutôt que d'être dans une surperformance de je vais bourriner sa chatte pour à tout prix avoir un orgasme. Et calme-toi, Don Juan, là, pose-toi, branle-toi à la fin, c'est bon. Elle en a peut-être marre, tu vois. Ma meuf jouit trop vite, XD, après c'est bien. Ouais, tant mieux, hein. Moi, j'arrive pas à jouir. Je confirme, voire même je jouis pas du tout, c'est pas grave. Ah bah, oui. Moi, je vous avoue, en tant que streameuse, j'ai pas envie de prendre des anecdotes trop complexes sur ma vie pour expliquer des trucs, mais voilà quoi. Globalement, oui, moi je fais partie des gens qui sont vraiment pas en mode il faut jouir quand on a baisé. Genre, je peux baiser même plusieurs jours de suite sans jouir. Je m'en branle en fait. J'aime bien le moment. Bon, attends, elle ressemble à quoi, Maryse Frochot? Quelle baise? Oh, ça va. Attends, oui, c'est. Ouais, attends, mais est-ce qu'elle a fait des vidéos, elle? Devenir sexothérapeute avec. Ah putain, elle est vraiment en mode enquête métier, sexothérapeute. Devenir sexothérapeute. Pas l'air fou. C'est vraiment la meuf qui est dans. Le lore de Zinzin. Non mais c'est le genre de meuf vous voyez le site de l'ONICEP là, quand t'es au lycée que tu veux trouver, c'est la meuf à qui on demande de faire ça. Donc c'est elle, hein. Devenir sexothérapeute. Libérer sa sexualité avec Maryse. Attention, propos explicites. Attends, Valérie Stein, hypnose. Oula, Maryse Condé, femme battante. Non, attends, regarde ça. Bonjour, moi je suis Maryse Frochot, je suis sexothérapeute certifiée. Donc voilà, je crois, hein, cette meuf-là a dit... Dans l'ancien temps, on se déshabillait en 3 minutes, on allait sous la couette et les deux avaient un orgasme en même temps, au bout de 3 minutes. Bon voilà, je vais pas être trop méchante, mais en tant que premier avis Google, ça me donne pas envie d'aller en consultation. Vraiment. Et j'accompagne les hommes et les femmes sur des problématiques sexuelles et relationnelles. Mais en fait, est-ce que le problème des sexothérapeutes, c'est pas d'être hétéro? Moi, je pense que vraiment, j'ai l'impression, dès que tu sors un peu de la norme hétéro, t'arrives d'autant plus à avoir un regard distant sur elle et à comprendre à quel point ça peut être débile, à quel point ça peut fonctionner ou pas. Et parce que t'as un regard avec un recul. Alors que le problème d'un sexothérapeute qui reste dans les hétérosexuelleries, c'est qu'il en parle, mais en ayant la tête dans le guidon, quoi. Voilà, bon, après, je m'avance pas trop, je veux pas trop être méchante avec elle, je sais pas qui c'est. Ça tombe, elle a pas exactement dit ça, mais voilà, bon, mauvais avis de base, quoi. Pour qu'ils puissent s'épanouir sexuellement et relationnellement sur leur sexualité. Les sexologues, c'est pas des gigascams. En tout cas, j'ai l'impression que la clientèle préférée, c'est les vieux couples de bourgeois qui essayent de remettre un peu de piment dans leur vie sexuelle. Monsieur a eu 4 amantes. Monsieur a eu 4 amantes. La dernière fois, lorsqu'il était dans un comité d'entreprise, il a baisé avec celle qui ramenait les boissons. Pourquoi il est marqué sexothérapeute certifié? Attention. Pourquoi? Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de fraudeurs, beaucoup de fraude. J'interviens sur différents domaines de la sexologie. Les personnes qui viennent me voir ont chacun leurs problématiques et moi je vais les accompagner sur leurs problématiques énumérées. Donc ça peut être de toutes sortes, hein, vraiment lié à la sexualité, comme par exemple un trouble au niveau du désir ou de la libido. Après, moi, je peux voir quand même que, regardez, par exemple, en fait, il y a quand même des situations où je peux comprendre que quelqu'un ait envie de voir un sexothérapeute, genre typiquement les mecs qui sont précoces, ou les mecs qui ont des problèmes d'érection, ou au contraire, même des fois, les mecs qui ont un trop gros sexe et qui font mal à leur partenaire, ça peut être plein de choses, en fait. Pour devenir sexothérapeute, j'ai suivi tout d'abord une formation en psychopathologie, pour comprendre comment fonctionne un être humain. Et puis... J'aime pas le mot pathologie, je comprends pas. Psychopathologie, c'est juste... Ah, c'est les maladies mentales, non? C'est psychopathos, pathologie, oui. Et puis, j'ai complété ces formations-là par d'autres petits modules
notamment l'hypnose ou la PNL, la programmation neurolinguistique. Allez hop, ça part en scam. Ah, ça part en scam. Ok. À l'âge adulte, je me suis rendu compte que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des réponses à mes questions autour de la sexualité. Ça a commencé très tôt, à mon adolescence. En fait, j'ai questionné mon entourage et notamment ma mère. Et j'ai eu réponse. Mais tu es sexothérapeute. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles du fait que tu aies parlé de sexe à ta mère? Tu as fait des études là-dessus. Et puis en fait, après, en grandissant, je me suis rendu compte que non, en fait, la sexualité était quelque chose de tabou et que la chance que j'avais eue d'avoir ces réponses-là, il n'y a pas tout le monde qui les a eues. Voilà, donc en fait, sa compétence, c'est d'avoir eu une maman ouverte à parler de cul. Ok, bon, ça vole vraiment pas haut. Donc, on redit ce que Marine Frochot a dit. Il n'y a que le porno. Il y a aussi toute une industrie pop qui véhicule cela et qui montre cette sexualité comme cool. Et ça, c'est pas bien. Suivez Nirina sur Insta. Accessible à un public très jeune, montre une sexualité hyper trash. On est loin de ce que l'on voyait avant. Et après un denier romantique, on se déshabillait en 2 secondes, on passait sous la couette et les deux avaient un orgasme en même temps 3 minutes après. Bon, allez, faut se faire enculer. Je vous jure, je n'arrive pas à me remettre de cette phrase. On passait sous la couette et les deux avaient un orgasme en même temps 3 minutes après. Je ne me remets pas de cette phrase. C'est une sexothérapeute qui a dit ça. Fin de carrière, je ne sais pas. Elle se moque. Ah, de ce que l'on voyait avant. Elle parle de la représentation dans les films. Ah, ok. Oui, ok, en vrai, je suis un peu une merde, j'ai mal compris. Oui, elle est en mode avant dans les films, ils ont l'orgasme en même temps. Fake news, putain, je me suis emballé. Mais elle donne pas son avis non plus, quoi. Aurore, chef d'entreprise de 34 ans, s'adonne elle aussi volontiers à des jeux de soumission. Être insultée, giflée, dominer l'excite. Chef d'entreprise, hein, n'oubliez pas. Plus jeune, elle a eu une longue histoire avec un compagnon plutôt vanille, où elle a beaucoup simulé par peur de passer pour une femme frigide qui n'arriverait pas à atteindre l'orgasme. Je croyais au mythe de l'orgasme vaginal et j'avais honte de ne pas y arriver. Et je m'emmerdais. Si un mec hyper doux me léchait super bien et me faisait jouer 3 fois, je ne dirais pas non, mais ça n'arrive presque jamais. L'un des autres grands enseignements de l'étude, qui pointe que le missionnaire et la levrette, des positions phallocentrées, restent les plus pratiquées, et que les femmes de moins de 35 ans sont plus de la moitié à admettre avoir déjà simulé 53% et s'ennuyer au lit 54%. Bon, ça m'étonne pas, ça. Est-ce que c'est possible d'avoir un orgasme buccal? Waouh, c'est quoi cette question de fou? Moi, je pense que vis-à-vis de la soumission et du BDSM, quand t'as des personnes qui sont dans le fait de faire des fellations un peu hard là, à base de ça attrape la tête, ça pousse bien loin, blablabla. Faut savoir que en fait, c'est complètement con de se dire que tu peux avoir un orgasme en faisant ça. Un orgasme buccal quand t'es soumis et tout. Non. Pour moi, c'est pas ça qui se passe. C'est complètement con. Arrêtez. Il n'y a pas d'orgasme buccal, c'est ce que vous dites. Non. C'est juste que vu que la personne qui est soumise, elle recherche qu'on peut appeler un peu le subspace. Le subspace qui est un peu un état masochiste où globalement tu te mets à planer parce que ton corps il reçoit quelque chose d'intense. Et en fait c'est un état proche de la dissociation, voire même c'est la dissociation. C'est-à-dire que c'est un peu cet état où ton corps, il vit quelque chose d'intense et pendant un moment, ton esprit, il est ailleurs et il arrive presque à se déconnecter un petit peu des sensations que ton corps a et généralement, c'est quand même un état de bien-être. C'est un état spécial, en mode pré-coma. Non, je vais vous donner un autre exemple. Parce que les sportifs, ça c'est un truc qu'ils ressentent très facilement. C'est pour ça que entre les masochistes et les sportifs, il y a un point commun, qui est l'effort physique, qui est le fait de ressentir un truc très intense dans son corps et d'être dans cet état d'esprit. Quand vous faites un marathon, au bout d'un moment, ça vous fait super mal. Vos articulations, vous êtes au bout de votre vie, vous aviez envie de vous écrouler. Qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est le fait d'être dans un espèce de subspace de marathonien. Ça veut dire que vous êtes là, vous continuez de courir, mais votre esprit, il est déjà parti un petit peu ailleurs, tu vois. Il s'est mis à un endroit où il essaye de se déconnecter un peu des sensations du corps pour continuer d'avancer. C'est ce qu'on appelle communément la zone. En fait, c'est un truc et on appelle aussi ça le subspace, en tout cas dans le BDSM. Mais le truc du subspace, du coup, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes soumises, quand elles cherchent à ce que leur corps soit mis, alors ça peut être par le bondage, donc la contrainte très forte, qui te fait avoir des courbatures, qui fait que tu peux pas bouger, te gratter, et ça te démange et tout. Ça peut être ces sensations-là, comme ça peut être le fait de se faire baiser si fort que tu es dans un truc où tu te sens comme un sportif, quoi. Il t'arrive et t'intense. Et t'aimes ça. Et t'aimes aussi comment mentalement ça te met. Et c'est pour ça que quand les gens ils sont en mode « Ah là là, est-ce qu'on peut avoir un orgasme en suçant une bite ?» Moi je pense que c'est plutôt que les personnes qui pratiquent des fellations assez hardcore et qui sont des personnes qui connaissent et cherchent le subspace peuvent trouver le subspace en suçant des bites. Et ça veut pas dire que c'est un orgasme. Ça veut dire qu'il y a un plaisir atteint qui est celui du subspace. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai déjà sucé des très grosses bites et bon, si le mec est un peu violent, si le mec, voilà, globalement, il y a un moment tu commences à te sentir planer, quoi. C'est intense ce que tu vis. Donc oui, je pense que c'est un peu le plaisir qu'il recherche
chercher et qui, tu vois, il y a peut-être plus de BDSM que de marathoniens ici. À mon avis, oui. Dans mon chat, oui, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a vraiment un truc entre le sport et le sexe hard. Hein. C'est pour ça aussi que des fois, plutôt que de le chercher forcément du côté de la représentation, forcément du côté du porno hardcore, du fait qu'on te le vend comme étant cool, pourquoi on parle pas de plaisir? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est ça aussi. Je veux dire, la vérité, c'est que oui, c'est des choses intenses. Oui, ça fait mal au corps. Oui, ça laisse des bleus. Oui, ça laisse des marques. Oui, des fois, c'est plus compliqué en matière de consentement. Mais si les gens le font, c'est parce qu'ils planent. Ça les fait planer. Et c'est pareil pour le chemsex. Ok, ils prennent des drogues. Mais la drogue principale du chemsex, c'est le sexe. C'est ça qui les fait planer. Et je pense vraiment, en fait, le problème, c'est qu'on ne parle plus de ça. Quand on parle de sexualité, on ne parle plus de plaisir. On parle de danger, on parle de consentement. Et pourquoi pas, tant mieux, il faut. Mais on parle plus de plaisir. On s'intéresse plus à ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui fait du sexe hard. À ce que le chemsex décuple les orgasmes. Oui, en fait, c'est juste que les orgasmes sont différents. Les orgasmes sont des orgasmes de junkies, de drogués. Les orgasmes de drogués, oui, tu vis des choses, quoi. Et la vérité aussi, c'est que les gens qui font du chemsex ne jouissent pas beaucoup. Déjà parce que la plupart des choses qu'ils prennent font qu'ils ont des problèmes d'érection ou des trucs comme ça. Et c'est compliqué, en fait. Quand tu baises longtemps, les gens ne jouissent pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils font du chemsex, mais ils jouissent pas. Bref. Les chiffres qui font sourire. Manon, 31 ans, travaille dans l'audiovisuel à Lille. J'ai pas mal eu de coups d'un soir, et ça n'a pas toujours été intéressant en tant que femme. Les mecs ne s'intéressent pas forcément au plaisir féminin. Ça, moi, je pense que ça reste un des grands problèmes. Hein. Moi, je ne suis pas dans les hétérosexuelleries, mais je me fais vraiment pas d'idée. Je sais qu'il y a toujours le même problème aujourd'hui. Les mecs, globalement, ils savent pas donner un orgasme. Au fond, ça les intéresse pas beaucoup. Et la plupart, en fait, ils sont vraiment... Tu sais, moi, ça m'énerve aussi. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est le concept de post-nut clarity. Au bout d'un moment, allez vous faire enculer, les mecs. Je peux pas... en post-nut clarity... Allez vous faire foutre, c'est bon. Genre, ce n'est pas un truc qui est propre à vous. Les meufs aussi ont des formes de post-nut clarity. Et ça ne vous empêche pas de continuer à essayer de faire du bien à un partenaire, à une partenaire. C'est quoi? En fait, c'est ce truc de « je suis un homme, j'ai envie de jouir, je jouis, tout désir disparaît de mon cerveau, toute excitation, je deviens, genre, je suis neutre, genre, boum ». Comme ça, là, je suis apathique, et du coup, oh, je ne peux pas t'aider à baiser, je ne peux pas t'aider à jouir, je suis apathique. J'ai besoin d'aller fumer une clope, boire un verre. Je ne vais pas rester auprès de toi qui a envie de jouir, non, moi j'ai fini. Ce truc-là, tu vois. Ouais, mais attends, vous dites c'est nul comme excuse, mais il y a plein de mecs qui sont comme ça. Et limite, c'est un peu dans leur truc de domination. C'est de se dire, ouais, parce que moi je suis le mec dominant, quand j'ai joui, je m'en bats les couilles d'elle. Va te faire enculer, c'est pas ça la domination. Genre, c'est... Même la personne soumise, elle cherche son plaisir. Aide-la à trouver son plaisir, en fait. Faut pas trop mélanger les hiérarchies sociales et c'est des fois voilà. C'est vrai que parfois quand tu continues t'es plus vraiment dedans, mais c'est égoïste de pas continuer pour autant. Oui, bah oui. Évidemment, il y a un moment un peu cuck où enfin je veux dire moi ça m'est arrivé mais des centaines de fois. Pour des centaines de fois j'abuse. Ça m'est arrivé souvent. Je jouis et je me retrouve avec l'autre qui a envie de se faire jouir. Et en fait, dans ma tête, je suis déjà passé un peu à autre chose. Et du coup, je suis là, je l'aide, je fais des bisous, des câlins, je touche à des endroits, blablabla. Mais dans ma tête, je suis déjà en train de penser à la défaite de la K-Corp et à quel point bref. Est-ce qu'ils vont faire mieux la prochaine fois? Je sais pas, je suis ailleurs, quoi. Bref. Les mecs ne s'intéressent pas forcément au plaisir féminin. Il y a aussi une injonction au plaisir, avec des hommes qui ne se rendent pas du tout compte qu'on simule notre jouissance. Après, au bout d'un moment, là, les filles, faut aussi arrêter de simuler, quoi. Sinon, ça va pas s'améliorer. Hein. La question, c'est aussi pourquoi vous simulez. Ouais, parce que les mecs nous contraignent à le faire. Après, si vous tombez sur un fou dangereux qui vous agresse si jamais vous avez l'impression que vous prenez pas de plaisir, bah bon. Mais c'est surtout, oui, c'est un problème de manque de communication, quoi. En fait, la vérité aussi, c'est que un des problèmes de la posture de soumission, c'est que ça rend les gens moins communicatifs. Parce que le soumis, il est en mode... Enfin, la personne qui est soumise ou qui est même bottom, parce qu'on peut dire un peu ça, tu vois. Elle est toujours un peu dans ce truc de... J'espère que la personne va me faire les sauces qui m'excitent le plus, mais sans que j'ai à lui dire. Pas si vrai. Je te jure, dans l'hétérosexualité, j'espère que cette personne va me faire qu'elle va prendre en main les sauces. J'ai pas besoin de lui dire comment se comporter. Et moi, je vois trop comment des meufs, même banales, elles peuvent être en mode... c'est un homme. J'attends de lui qu'il soit viril. J'ai pas besoin de lui dire ce que je kiffe, mes fantasmes et tout. Il va venir, il va m'empoigner comme un mâle et il va me faire les choses. Le game hétéro, il est maudit. Oui, mais les hétéros vont mal, Technolapine. C'est pour ça on est là pour essayer de les questionner, les aider un peu. Nous, on a du recul. Nous, on a vécu... Hommes, femmes, les deux côtés de la médaille. On a un recul sur la sexualité. On n'est pas sexothérapeute, mais voilà quoi. Et en plus, si on a de l'expérience, voilà, on aide. Les meufs dans les couples hétéros sont scriptés tout autant que les hommes. Oui,
bah non, mais des fois, ça peut être aussi des problèmes qui peuvent venir des filles, quoi. Le truc de manque de communication parce que un homme, c'est un homme, en fait. Et si cet homme-là me satisfait pas, c'est parce qu'il est pas assez un homme. Il va pas assez dans mes fantasmes que je lui ai jamais dit. Parce que j'ose pas trop lui dire, parce que si jamais je lui dis, c'est moi qui prends les rênes de la relation. Et du coup, voilà. Vive les power bottom. Non, mais c'est surtout, en fait, au-delà des catégories qu'on s'est créées, bottom, power bottom, soumis, dominant, blablabla, j'en reviens au truc que je disais. Un soumis expérimenté finit par faire un bon dominant, mais au sens de, il y a une sorte de fluidité qui s'installe. Dans ces expériences de soumis ou de soumise, la personne se rend compte des moments où ça a pu pêcher niveau communication, où elle s'est sentie un peu bête, et elle commence à trouver un peu potentiellement un juste milieu entre communiquer, pas trop en dire pour garder des désirs et une forme d'excitation de la surprise. Essayer de, voilà, c'était mieux communiquer. Globalement, t'apprends à mieux communiquer, quoi. Mais ça, vraiment, voilà, les meufs, si vous êtes en mode mon mec doit être un mâle et je n'ai pas besoin de lui dire ce que j'ai dans la tête, car en tant que mâle, il doit me déglinguer comme j'aimerais qu'il me déglingue. Vous êtes cuck. Vous êtes bizarre en vrai. Vous êtes bizarre. Genre, expérimentez, trouvez des moyens de communiquer que vous aimez. Parce que, bah ouais, moi j'avoue, le projet féministe qui me plaît, c'est aussi que les meufs soient beaucoup plus loquaces sur leurs propres désirs. Qu'elles aient beaucoup plus de facilité à parler de ce qu'elles aiment, à assumer ce qu'elles aiment, à se projeter là-dedans, à se mettre moins aussi de barrières de mais qu'est-ce que la société pense de moi. Voilà un peu. Surtout que les gens se rendent pas compte à quel point ils sont tous différents nerveusement. Oui, après ça c'est autre chose. Là on parle plus des attitudes et des fétiches, mais après oui, nerveusement c'est un autre registre, c'est connaître la sensibilité du corps de l'autre et tout. Ça c'est plus un truc, enfin je peux pas le faire lors des premières baises, quoi, c'est compliqué. Mais globalement, oui, ça fait partie du fait de délier les langues. Non, mais du coup, ils veulent faire des choses différentes et ils le savent pas. Ils veulent des choses différentes et ils le savent pas, ouais. Bon, Lola se rappelle avoir eu une conversation assez lunaire avec un amant qui ne comprenait pas que jouer au marteau-piqueur avec son sexe ou ses doigts n'allait pas me donner du plaisir. Il ne captait pas que ses nanas précédentes avaient dû simuler. Bon alors, soit il a un sexe qui est pas très gros et dans ces cas-là, il compense. Soit il a plutôt un bon sexe et dans ces cas-là, c'est juste que c'est une autre forme de plaisir et que ça lui plaît pas. Ça peut prendre du temps. Oui, bah de toute façon, bon bref, hétéro stupide, singe comme ça, quoi. Singe marteau-piqueur un peu, tu vois. Ça, je peux comprendre que c'est un PB. Évidemment que quand vous connaissez mieux le corps de quelqu'un, que vous savez appuyer là où ça fait du bien, que vous savez y aller doucement, en fait, vous avez même pas besoin de faire beaucoup d'allées et venues, d'aller-retour. Vous êtes bien sur la zone érogène et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez très doucement faire avoir des orgasmes de fou à quelqu'un. En fait, c'est pas le même plaisir que de pilonner quelqu'un. Pilonner quelqu'un, c'est une forme de plaisir. Mais généralement, c'est pas un plaisir d'orgasme. C'est pour ça, par exemple, que dans le BDSM, c'est un plaisir parce que c'est relié à la recherche du subspace. Pilonner quelqu'un dans le BDSM, c'est overwhelm la personne, en quelque sorte. Faire monter sa température, la faire paniquer, lui faire perdre ses moyens. Dans son esprit, elle sait plus où elle est. Et c'est ça. Et c'est une recherche de ce plaisir-là. Mais c'est un plaisir anesthésiant. Il faut pas l'oublier. Quand vous pilonnez, les gars, vous anesthésiez aussi un peu le corps de votre partenaire. Donc le problème, c'est que si le but c'est de chercher la zone érogène pour fournir un orgasme, en fait, vous allez pas accéder, vous allez pas lui offrir le même plaisir. En fait, c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même plaisir. Chercher la zone érogène, c'est un truc qui peut se faire, mais il faut pas y aller trop vite. Bon, c'est pas dire faut mettre sa bite de manière statique à un certain endroit. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste, faut distinguer les deux. Ça n'amène pas au même plaisir. Et c'est pour ça aussi ce truc de, en fait, il y a un problème dans l'hétérosexualité avec les mecs qui ne savent que pilonner. Du coup, les femmes, elles sont en mode les mecs qui pilonnent, c'est des bâtards. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, le problème, c'est que les mecs, par défaut, ont l'impression d'être bons quand ils pilonnent. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de pilonner. C'est juste qu'ils doivent comprendre qu'il y a deux registres différents, déjà, en la matière. Que c'est pas pareil de stimuler une zone érogène que de pilonner. Et que ça dépend des meufs. Il y a des meufs, elles aiment être pilonnées, et après, elles aiment avoir leur orgasme plus doux. Il y a des meufs, elles aiment juste être pilonnées, il y a des meufs, elles veulent pas. Donc ça, encore une fois, c'est une question de communication. C'est une question de communication, et c'est aussi un problème qui vient du côté des garçons. Je suis dominant, je suis un homme, je dois pilonner. Je dois pilonner car c'est une performance. Voilà. Et après, grand bien leur en face. Il y a des hommes, c'est des grands pilonneurs, et je leur souhaite de tomber sur des partenaires qui aiment se faire pilonner. Ça peut être une qualité, ça dépend avec qui t'es. Mais c'est sûr que ces personnes-là arriveront pas à offrir les orgasmes les plus doux et les plus précis. Et leur mode de base, c'est de pilonner. Faudrait une métaphore pour comprendre. En vrai, vous comprenez. Genre, il y a des gens qui comprennent pas ce que je dis. Vous comprenez pas, c'est que vous avez peut-être pas beaucoup baisé. Je le vois comme ça. Justine, étudiante de 23 ans qui sort aujourd'hui avec une femme après avoir fréquenté des hommes, raconte la même chose.
Quand j'étais avec des hommes, ça m'arrivait très fréquemment de simuler. Ça découle du fait de ne pas être à l'aise sur la communication. Il y a la peur de vexer et une pression sur ce qu'on attend d'une femme qui doit être conforme à l'imaginaire masculin. Voilà, c'est ça, hein. Problème de communication, peur de vexer, pression. Voilà, le problème, c'est que les hétéros vont mal. Les hétéros n'arrivent pas à parler. Depuis qu'elle pratique le lesbianisme politique, elle a appris à ne plus passer le désir de l'autre systématiquement avant le sien. Ok, moi je sais qu'il y a beaucoup d'histoires dans le lesbianisme politique où, bon, globalement, la meuf, elle est en mode allez, je vais chez les lesbiennes parce que j'en ai marre des hommes. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles attendent autre chose du rapport sexuel? Baise-moi avec tes doigts. Je suis ta petite chose. Lesbianisme politique, ok. Mais on peut rester un peu hétéro dans la dynamique, s'il te plaît. T'es un peu mon boy, quoi. Ah. Faut give up l'objectif de performance et essayer plein d'ajustements avec son partenaire pour trouver ce qui plaît. Mais en fait, non. Tu peux très bien être dans un objectif de performance. C'est juste, faut arrêter d'être dans une performance en mode je suis un homme, je dois performer comme un homme. Je suis une femme, je dois performer comme une femme. C'est complètement con, c'est abstrait, ça veut rien dire. Tu peux faire de la performance, par exemple, je sais pas. On parlait de pilonnage. Si ta performance c'est de pilonner, bah pilonne. Mais fais-le d'un commun accord, quoi. Que ça soit consenti, que les gens savent à quoi s'attendre. Ou même sur le moment, tu dis ah j'ai envie de te pilonner, et la personne dit oui ou non, je sais pas. Tutoyer l'interdit. Pour Aurore, qui n'a jamais trop regardé de porno, les pratiques de soumission lui permettent d'être aussi quelqu'un d'autre, de tutoyer l'interdit, de faire un peu un truc cracra, caché, c'est un exutoire. Et bah c'est bien. Célestine, elle, raconte être quelqu'un d'anxieux dans la vie. J'ai un besoin de contrôle permanent. Donner une fessée ou en recevoir avec les yeux bandés, ce sont des manières de pouvoir tout lâcher. Et ben, force à eux. Pour Manon, les femmes se font tellement écraser dans la vie de tous les jours. Or, quand on est dans les jeux de domination, où je sais que je peux le faire jouir en claquant des doigts, que c'est moi qui décide et qui ai le pouvoir, c'est un vrai kiff. Les mecs sont tellement asservis par le sexe, tu peux en faire ce que tu veux au lit. Et oui, et oui, c'est le versant. C'est que, en fait, les hommes, et là je dis pas c'est tous les hommes, hein, mais la matrice de la masculinité, c'est d'investir tellement de valeur sociale au sexe et à l'orgasme, à la réalisation dans la conquête, que globalement, c'est quand même des gens qui sont tricks par le fait de jouir, quoi. Et c'est pour ça que tu vas te retrouver avec des femmes dominantes qui ont une pelletée de clients qui sont en mode oh, maîtresse, ma reine, autorisez-moi d'avoir un orgasme. Shootez-moi dans les couilles jusqu'à ce que je ne puisse plus jouir. Pourquoi il y a que des femmes qui parlent? Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de femmes, hein, quand même. Pas de chômage pour les dominas. Mais en vrai, bon, il faut... ça... Je préfère ne pas trop en dire sur Twitch, hein. Et c'est vrai qu'en matière de TDS, c'est un peu la zone confort, quoi. C'est la zone confort parce qu'il manque pas de clientèle. La jeune femme avance aussi à avoir tout simplement beaucoup de curiosité pour les plaisirs de la chair. Dans le porno, que certains mecs reproduisent bêtement, il est vrai qu'il y a quasiment toujours un rapport de domination parfois poussé à l'extrême. Oui. Mais après, tu peux juste avoir envie de tester des trucs et je vois pas en quoi ça serait mal. Oui, mais de toute façon, le problème du porno, problème de l'industrie, et surtout le problème de l'industrie du porno hétéro, c'est ça, c'est que c'est par défaut un rapport de domination, souvent poussé à l'extrême pour maximiser la jouissance. En fait, moi, le problème, c'est que moi, j'ai ce décalage. Vu que je suis queer, vu que j'ai connu des milieux BDSM, vu que j'ai quand même pas mal déconstruit de trucs, enfin, je le dis comme ça, quoi, même si c'est un peu du langage slop, quoi. Quand je regarde ce type de porno, pour les hétéros, je le vois un peu avec une lentille constructiviste. Je me dis deux choses. Je me dis, oula, à quel point les conditions de tournage sur le plateau, ça s'est bien passé ou pas. Forcément, ça me hante, cette question. Enfin, je veux dire, je pense tout le monde, hein. C'est pour ça que, quoi que disent les abolitionnistes, on se fait vraiment du souci pour l'industrie du porno. Alors on se soucie vraiment du fait que c'est un problème. C'est juste qu'on n'en arrive pas aux mêmes conclusions. Mais c'est surtout que vu que j'ai une lentille un peu plus queer, un peu plus marginale, j'y vois une performance. Alors que il y a beaucoup d'hétéros, et c'est ça qui me terrifie. Ça, c'est une réalité que je me représente pas parce que j'en croise pas non plus tous les jours des hétéros qui parlent honnêtement de cul. Mais en fait, la plupart des mecs qui regardent ça voient ça comme un juste ordre des choses. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que quand ils voient un tournage porno où, je sais pas moi, il y a une meuf qui est entourée de 3 ou 4 mecs et qui les prend simultanément un par un, blablabla. Moi, dans ma tête, je suis en mode, j'espère que cette meuf, elle kiffe ce qu'elle fait et que là, elle a fait une performance qu'elle a kiffé. Et limite, moi, je suis en mode, oh là là, je vois ce qui peut être kiffant et tout, dans le truc un peu overwhelm et tout, quoi. Sauf qu'un mec hétéro, et après, il y a des meufs hétéros aussi, hein, mais bon, c'est un problème de mecs. Les mecs hétéros, quand ils voient ça, ils se disent, ah, c'est bien la preuve que les femmes veulent être dominées
dominé. Je suis un singe, je descends du singe. Les singes sont violents. En fait, quand ils voient ça, ils pensent à la savane, ils pensent à leurs ancêtres les singes, ils se disent singe violent, singe... Voilà. En fait, limite, ça les rend antiféministes. Ils voient un truc de tournage porno comme ça, ils sont en mode c'est bien la preuve que c'est ce qu'elles aiment. Alors que non, c'est une performance en soi qu'elle fait. Par contre, évidemment, la fréquence de cette performance et le fait que ça soit la norme pornographique dans cette industrie réifie la norme patriarcale. Ça la réifie. Ça ne la crée pas. Ça la réifie. C'est pour ça que moi, déjà, je pense que le porno, il faut mettre des lois, il faut mettre des cadres, il faut créer plus de contraintes de travail et tout ça pour que ça se passe bien, mais aussi pour que l'industrie progresse vers un type de diversification aussi des rapports sexuels et des scénarios. Par pitié. On en a marre que le pic de la pornographie hétérosexuelle soit toujours une meuf avec 5, 6, 10 garçons, 100 garçons, que sais-je. En fait, je suis en mode, force à elles, si c'est leur truc, elles le font. Mais il y a un problème structurel au fait que ça soit la manière dont le truc monte crescendo. Tu peux monter crescendo dans le porno hétérosexuel, c'est toujours une meuf avec plein de partenaires, etc., etc. Genre, pourquoi il pourrait pas y avoir des situations inverses? Là, je reste dans la méta un peu hétéro. Mais méta hétéro très flatteuse pour des hommes. Pourquoi il n'y a pas, peut-être plus souvent, le truc où c'est un homme et il y a genre 10 femmes. Il y a genre 10 femmes et tu sais, un peu le rêve de Shorking Hamza, quoi. La suite de Kiki de Bondy. Il y a max de femmes. Oui, parce que souvent, c'est en mode, regardez, elles sont seules face à une bande et elles sont overwhelmed. Mais pourquoi? Alors que ça reste très hétéro et ça flatte des garçons aussi, hein. Pourquoi il y a pas plus souvent le truc un peu du harem où bah ouais, les meufs elles sont pas toutes à se faire déglinguer dans le moment présent. Le mec il est là, il y a plusieurs femmes autour de lui et tout. Et évidemment que ça serait aussi une manière de réifier le patriarcat. Il y en a plein. Ça existe de fou, moufette. Et pas, je regarde peut-être pas assez de porno hétéro, mais moi j'ai l'impression que souvent, la performance un peu hard chez les hétéros, c'est la meuf qui est seule et qui se fait overwhelm par plein de garçons. Ça existe déjà, mais c'est catégorie 12. Ouais, mais les catégories 12, on peut pas faire le test et aller voir en direct. Et j'ai l'impression que c'est, je répète, hein, des meufs seules qui se font overwhelm par plein de garçons. Souvent, la performance, on la pense comme ça. Plus t'es une actrice porno connue, plus tu veux faire du hard, t'es un truc hétéro, plus il va falloir que t'encaisses plusieurs beats en même temps. Et on va te déglinguer, quoi. En termes de quantité, Moufette a raison. Voilà. J'ai un instinct. J'ai pas assez creusé le porno hétéro pour savoir, mais j'ai un instinct. Ça existe pas tant que ça, c'est en majorité des threesomes. Oui, bon. En tout cas, il y a plus d'hétéros dans le chat pour confirmer, quoi. Ah, il est de retour pour la sexothérapeute Maryse Frochot. En effet, les jeunes sont plutôt dans la reproduction, mais en prenant de l'âge, il y a de plus en plus d'aspects de curiosité, d'envie, de jouir et d'arrêter de s'ennuyer. Oui, merci Maryse, c'est vrai. En fait, pour moi, la meilleure sexualité que vous vivrez, c'est pas forcément la sexualité de votre jeunesse, hein. Les gens répètent ça tout le temps. Oui, vous allez aller en boîte de nuit, vous êtes jeune, vous êtes frais, vous allez danser, vous allez avoir des plans cul. Non, en fait, moi j'ai presque envie de dire, ça c'est la sexualité des débuts, où vous allez vous blesser, vous allez vous faire mal, vous allez parfois avoir des moments cuck, vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous allez rester sur votre faim. Et tout ça, c'est un apprentissage, quoi. Passer à 50 ans. Mais non, mais pas passer à 50 ans. Moi, je pense qu'au bout de quelques années, tu commences déjà à voir un peu ce qui te plaît. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que si tu baisses pas mal ta sexualité que tu vas beaucoup kiffer, tu vas la voir fin de vingtaine et durant ta trentaine, quoi. Ouais, 30-40, t'as les meilleures baises, quoi, au fond. Peu de référentiels dans les films. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le sexe, aller où tu veux, reprend Manon. Tant que c'est consenti, discuté, fait dans des discussions d'estime de soi et de l'autre. Si demain j'étais célibataire et qu'un plan cul introduisait des pratiques BDSM sans qu'on en ait discuté, je ne l'accepterais pas. Mais c'est normal, discutez-en. Comme elle, toute pointe l'impératif du dialogue et du consentement. Réitérer en cours de route si nécessaire. Justine, qui s'adonne aussi à des jeux plus ou moins brutaux, se souvient avoir été une fois étranglée sans son consentement et n'avoir osé rien dire. La limite du consentement a toujours été plus floue avec les hommes, il y avait un côté précipité. Avec les femmes, c'est plus discuté. Même s'il peut y avoir aussi des dérives. Bah oui, c'est pas idéal les femmes. C'est juste que les femmes, elles bondent beaucoup. Du coup, elles se racontent beaucoup les choses. Du coup, il y a plus de communication. En fait, le problème des hétéros, c'est aussi la mystification du corps de l'autre, tu vois, de la personnalité de l'autre. Que penses-tu de toutes les études qui démontrent que les femmes préfèrent les organes génitaux masculins au-dessus de ce que la moyenne dans les livres de la médecine? La nature est mal faite ou alors les femmes sont matrices. T'es sûr de ce truc-là, là? Les femmes préfèrent les organes génitaux masculins au-dessus de ce qu'est la moyenne dans les livres de médecine. Ça me fait rire la phrase.
peux juste dire, elles aiment les grosses bites. Hein. Pas besoin de prendre des pincettes. Hein. Certains, en général, moyenne 15 et les femmes préfèrent 16. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend. Ça dépend de la femme. Ça dépend de à quel point elle est étroite ou elle a l'habitude d'avoir des rapports sexuels. À quel point elle a pas mal. Elle est détendue. Ça dépend. Il y a des femmes, elles aiment pas se faire déglinguer. Il y a des femmes, elles veulent qu'on y aille doucement. Elles veulent trouver leur orgasme là-dedans et tout. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Et en fait, moi, j'ai presque envie de vous... En fait, si jamais vous avez une bite de 16 cm et qu'il y a une meuf qui aime bien... vous êtes en couple avec une meuf et qu'elle aime bien les grosses bites quand même, et bah au pire, elle va se faire déglinguer par une grosse bite. Voilà, c'est peut-être ça vous mettra mal à l'aise. Mais moi, en fait, je suis trop une dégénérée. Là, il se faire déglinguer par une grosse bite. Et vous, il y a peut-être d'autres plaisirs que vous allez découvrir, les gars. Ça va, vous allez vous en remettre. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas aussi lié à l'immigration que souvent les femmes noires encaissent mieux que les blanches, donc demandent des gros engins, donc les stats sont faussés? En fait, moi, j'ai l'impression que dans le truc un peu raciste, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt les femmes blanches qui fétichisent beaucoup les hommes noirs, les hommes arabes et tout. Hein. Mais c'est bizarre, où est-ce que tu racontes là? Je n'ai jamais entendu parler du truc de les femmes noires encaissent mieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oui, ça dérape là, ça dérape. Mais oui, il y a une fétichisation, c'est plus une fétichisation de la part des blancs quand même, sur les corps des noirs, sur les corps des arabes quoi. Et c'est le combo. Ah, génétiquement, apparemment, ils ont quand même une plus grosse bite. Et le combo, c'est un peu des barbares. Moi, je pense que Rester barbare est un bouquin de Louisa Yousfi qui peut faire peur à beaucoup de blancs, mais au fond... Si le bouquin de Louisa Yousfi était un bouquin de cul, beaucoup de blancs seraient d'accord au fond, en bon fétichiste. Rester barbare, fais-moi du sale au pieu quoi. Voilà, ça c'est le fétichisme un peu raciste quoi. Et puis si tu veux un gros dildo, il y a des plus efficaces. Oui, et au pire, si tu penses que t'as pas un assez gros zizi, bah tu peux aussi jouer avec des sextoys et tout. Enfin, la fétichisation des blancs sur les noirs... On la retrouve beaucoup en ce moment chez les droitards. Ah mais oui, les Trumpistes, beaucoup. Hein. Mais en fait, c'est vraiment un imaginaire de l'interdit. On est les blancs, on a le pouvoir, on envoie les flics, on envoie ICE, on envoie le pire de ce qu'on a sur ces brutes barbares. Mais quand même, si jamais ils nous chopaient, on est quand même des blancs fragiles, hein, on serait bien déglingués. Hein. Des petits soumis, quoi. Ça a toujours été l'Irfanon, oui. Lola estime qu'avec le porno, on a été biberonné à une sexualité normative où le mec est dominant et la nana soumise. Oui, le porno hétéro, regardez autre chose, je vous en supplie, en fait. Arrêtez d'aller sur la homepage de Pornhub. Aujourd'hui, pour une femme, dire qu'elle veut être dominante, c'est difficile car il y a peu de référentiels dans les films, des livres. En fait, ça m'énerve, c'est un peu comme les gens qui disent YouTube, c'est de la merde, il y a que des vidéos de Squeezie et Mastu. Cherche, connard! En fait, désolé. En même temps, elle a raison, c'est représentatif de l'industrie, de la même manière que Squeezie et Mastu sont représentatifs de l'industrie YouTube. Mais YouTube, c'est pas que ça. Et le porno, c'est pas que ça. Et du coup, le problème, c'est avec le porno. Non, le problème, c'est qu'avec l'industrie du porno. C'est la homepage, c'est l'industrie, c'est ce qui se vend le mieux, c'est le produit de consommation mainstream. Mais il y a des produits de consommation pornographique qui sont moins mainstream, qui sont plus précis, qui sont plus niches, qui sont plus bizarres. Et moi, j'ai presque envie que... En fait, moi, je suis même en mode... Le fait que des meufs regardent du porno, j'espère que du coup, elles regardent du porno un peu bizarre. J'espère que, voilà... par exemple, Nonor, son sujet d'étude, c'est la consommation de porno gay par des femmes hétérosexuelles. Très intéressant comme question. Qu'est-ce qu'une femme hétérosexuelle va chercher dans le porno gay? Bah peut-être y chercher, je sais pas, le désamorçage d'une représentation qu'elle se fait des hommes toujours dominants, tu vois, le fait de les voir avoir de la tendresse entre eux ou même de la brutalité, ça lui fait voir quelque chose du monde qu'elle connaît pas. Ça l'excite aussi peut-être de voir justement, en fait elle y voit des symboles qui s'affrontent presque. Oui mais voilà, il y a plein de petites boîtes indé queer, il y a plein de choses dans le porno, vraiment. Je ne suis vraiment pas anti-porno. Moi j'ai un problème avec l'industrie du porno, c'est pas pareil. De la même manière que j'ai un problème avec Hollywood et ces putains de blockbusters de merde et les énièmes films Marvel ou Disney qui rachètent toutes les licences pour te sortir de la merde. C'est quand même différent que de dire... En fait, c'est différent de dire j'en ai marre des films Netflix, Disney et Hollywood slop, que de dire le problème c'est le cinéma. Bande de fous. Alors pourquoi vous faites pour le porno? Ça m'énerve en fait. Ça, je ne comprends pas. En fait, la vérité, les meufs, vous ne vous intéressez pas beaucoup au porno, vous regardez ça de loin et vous vous dites bon bah voilà, on est féministe, on va partir du principe que c'est le patriarcat, ça produit le patriarcat, c'est genre comment on dirait c'est la faille de l'invocateur quoi, les champions sortent de là. Ça génère des sbires. Ton porno idéal, ça serait quoi? Je ne vais pas répondre à cette question, c'est trop précis. Regarder du porno mainstream n'est pas égal à être un homme violent. Ego hétéro, leur problème,
elles sont assignées bottom at birth et certains gays seraient jaloux, mais sinon c'est sûr que c'est dur. Oui, c'est ça en fait. Encore une fois, le problème du patriarcat, c'est pas qu'il y ait des femmes soumises, c'est que par défaut, on les invite à être soumises et que si elles veulent être autre chose, on les regarde en bizarre, voire même on les réprime pour ça. C'est ça le problème du patriarcat. Mais que des femmes soumises y trouvent leur compte, tant mieux pour elles. Et si elles y trouvent leur compte en réifiant les normes du patriarcat, tant mieux pour elles. Ça veut pas dire non plus qu'elles sont bêtes et soumises et qu'elles se sont jamais posées de questions féministes. Peut-être qu'elles naviguent dans des réifications patriarcales parce que c'est un exutoire, parce qu'elles y trouvent leur compte. Ça veut pas dire qu'elles adhèrent profondément à ça. Avec le porno, on a été biberonné à une sexualité normative où le mec est dominant et la nana soumise. Aujourd'hui, pour une femme, dire qu'elle veut être dominante, c'est difficile car il y a peu de référentiels dans les films, les livres. Pour horreur, il faut que le mec ait de la considération pour moi. Être dans des jeux presque humiliants, ça m'excite à condition que ce ne soit que du jeu. Si le mec a vraiment l'intention de m'humilier, ça ne marche pas. En fait, moi j'ai un peu ce truc de les hétéros dans une configuration où la femme, elle est bottom et le mec est top. C'est rigged. Il y a un peu un monde où c'est quand même rigged. Il y a peu de scénarios où ils vont réussir à s'ouvrir, être sincères et à ne pas voir une sorte de réification de la norme systématique dans leur pratique. Du coup, il y a un truc rigged. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas que dans des communes de lesbiennes, de gays, de queer, c'est plus simple. Parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de réinventer des grandes normes. Pourquoi ? Parce que le problème de là où c'est rigged, là où c'est un peu niqué pour les hétéros, c'est que au travers de la mystification des sexes, parce que les hétéros c'est beaucoup ça, hein, l'avantage des lesbiennes, c'est qu'elles ont pas ce truc de se dire mon partenaire pense très différemment de moi. Non, c'est une femme comme moi. Potentiellement, elle pense un peu pareil. Pareil chez les gays. Ils se voient pas très différents les uns des autres, psychologiquement, au niveau des mécanismes de fonctionnement. Donc en fait, ils se respectent davantage. Ils se respectent plus comme en humanité. Alors que le problème des hétéros, c'est qu'ils ont du mal avec leur propre humanité. Au-delà de l'humanité, ils voient le sexe. Ils voient d'abord cette barrière-là. Et le problème, c'est que du coup, dans l'hétérosexuellerie, quand le mec il humilie une femme, la femme, elle est toujours en mode mais à quel point il y croit, à quel point pour lui c'est l'ordre des choses et c'est pas juste un jeu. Et c'est pour ça qu'il y a un côté où faut d'autant plus se faire confiance, d'autant plus se parler, d'autant plus attendre pour pouvoir commencer à aller vers des pratiques comme ça. Je pense, hein, malheureusement, mais voilà, tant pis pour vous les hétérosexuels, vous êtes hétérosexuels. En fait, vous allez pas... Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est vos problèmes. Il y a d'autres problèmes pour les gays, les lesbiennes et tout. Notamment le dating pool. C'est beaucoup plus compliqué de draguer, banalement. C'est beaucoup plus compliqué de faire des rencontres, par exemple. Comment elle peut savoir que c'est juste un jeu ? En tout cas, c'est beaucoup plus facile pour des gays et des lesbiennes de se dire, c'est du jeu. Alors que les hétéros, il y a toujours cette pensée de, à quel point je me mets en danger en donnant cette image-là de moi auprès d'un garçon. À quel point je renforce la norme chez lui, où il se sent renforcé en faisant ça, en me faisant ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à me projeter dans le sexe maintenant en tant qu'hétéra. Oui. En fait, c'est sûr qu'il y a des problèmes, mais après, faut pas abandonner non plus, quoi. Franchement, il y a des mecs qui sont bien. Hein. Mériter pour les hétéros d'avoir une sexualité éclatée, c'est sale merde. Oui, après, globalement, c'est sûr qu'il y a plus de problèmes, mais après, je suis sûr qu'il y a des hétéros qui sont cool et qui arrivent à se trouver et à faire des choses, hein, y a pas de souci. Même discours chez Célestine. Je me suis parfois senti beaucoup moins bien dans des rapports sexuels plus classiques, où tu te retrouves avec quelqu'un qui baise, mais pas toi en particulier, qui n'est pas présent. Ça, c'est... Oui, hétérosexuellerie. Si je vais dans ces pratiques-là, c'est que je suis bien avec les gens, en confiance, ça s'accompagne de beaucoup de care, de caresses, de baisers, d'envie d'explorer ensemble et de communication. Ce n'est pas l'autre qui fait joujou avec mon corps. De quoi rappeler que, quelles que soient les pratiques, le premier préliminaire doit toujours être le dialogue. Oui, mais je n'irai pas dans le sens de Célestine non plus, c'est juste que c'est ses goûts à elle. L'idéal n'est pas forcément d'avoir des relations où on n'est pas le joujou de l'autre, on se fait des caresses, des baisers et c'est tendre. Je n'irai pas dans le truc de le bon sexe, c'est le sexe doux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la recherche du même plaisir, ce n'est pas la recherche des mêmes sensations. Je ne juge pas les gens qui font du hard, je ne juge pas les gens qui n'aiment pas le hard et qui font autre chose. Je ne juge personne. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de mecs gays qui ont un problème avec les mecs trans ? Oui. Après, je vous en supplie, moi, vous ne m'entendrez pas rentrer dans le discours. Les white gays, on les emmerde, les white gays ceci, les white gays cela. Vraiment, ça m'énerve parce que je trouve que c'est bon, quoi. Vous inventez des généralités et moi, j'ai presque l'impression que c'est des meufs hétéros qui se sentent même parfois dans le bon droit de taper sur des mecs gays parce que ça reste des mecs et ils sont blancs. Calmez-vous les meufs hétéros aussi. Hein. Il y a ce truc-là. Après voilà, les mecs gays blancs peuvent poser problème sur des trucs, c'est pas le problème. Par contre, les mecs gays qui ont un problème avec les mecs trans, en fait, le problème qui peut arriver le plus souvent, c'est qu'au fond, ils sont pas très fiables sur comment ils te perçoivent. C'est-à-dire que, typical, tu peux avoir un mec gay qui va dire ah, j'ai couché avec un mec trans, c'était trop drôle de coucher avec une meuf qui ressemblait à un mec. Voilà, il va dire ce genre de choses. C'est quoi white gay? J'ai pas les datas. Bon, c'est rien, c'est les discours
Twitter et tout. Mais voilà, ça typico le mec gay, ça peut être un peu ce truc-là, quoi. Ne pas voir le mec en le mec trans parce que bah il a une chatte, quoi, quand même. Quand bien même il a un dick lit, c'est pas, tu vois. Oui, voilà, c'est le focus sur les appareils génitaux. Et c'est en revenir à une forme d'essentialisme, tu vois, une essentialisme de mec gay. Ah, c'est quand même une meuf parce que c'est une chatte. À l'inverse, des gars gays avec meufs trans, j'ai entendu des trucs cringe parfois. Non, mais pareil, il y a des mecs gays qui sont, bah, ça dépend beaucoup de choses. Il y a des mecs gays qui sont en mode non, mais les meufs trans, vous avez pas votre place avec nous. Arrêtez de fréquenter nos trucs, je sais pas quoi. Vous êtes des meufs. À l'inverse, il y a des mecs gays qui sont en mode, en fait, ils voient toutes les meufs trans comme des femboys ou des traps ou des, tu vois. Ils restent dans ce registre de ah, c'est un garçon féminin. Alors qu'il y a des meufs trans, ça leur va vraiment pas de dire ça. Il y a des meufs trans, ça leur va, tu vois, d'être un peu genderfuck en mode oui, bon, si tu me vois comme un femboy, je m'en branle. Mais il y a d'autres meufs trans qui, non, ça leur fait du mal. Ça leur fait du mal d'être ramenées à une masculinité. Il y a moyen qu'en début de vie sexuelle, les gays peuvent préférer éviter les trans parce que ça leur paraît plus compliqué sexuellement. Oui, aussi, oui. Ils ont du mal à visualiser leur sexualité avec, quoi. Ouais. Non mais bon, pour faire une petite conclusion quand même de cet article, bah voilà quoi. En fait moi je comprends qu'il y ait des inquiétudes de la part de meufs qui sont en mode oh là là, à quel point le porno et ce genre de pratique met des brainworms dans la tête des mecs, qui sont forcément en mode je suis un homme, je suis dominant, et qui ne savent pas donner de plaisir, qui ne savent que bourriner. Enfin voilà, on en a parlé, on vient d'en parler. Ça je comprends. Mais voilà, c'est beaucoup des hétérosexuelleries. Et surtout, c'est un truc qui vient d'en haut. N'oubliez pas, vraiment n'oubliez pas, que actuellement, certaines féministes, abolitionnistes, anti-porno, parlent littéralement à l'oreille du gouvernement, via Aurore Berger, via des personnalités comme ça, que la haute autorité, celle qui rend des rapports, la haute autorité de santé, je sais plus quoi là, qui récemment avait rendu un rapport sur la pornographie, le travail du sexe et tout ça, a littéralement été construit pour mettre en avant une parole abolitionniste et plutôt sex-neg, donc sexe négatif, je rappelle, hein, les gens qui voient quand même un problème et une certaine tension dans le sexe de base, le fait d'y voir un espace violent de base, et globalement, voilà, Florian Voros par exemple, qui est un mec qui a fait une étude sur la consommation de pornographie des hommes. Très bonne étude d'ailleurs, je vous recommande. Florian Voros était dans cette commission. Florian Voros a été évincé de la commission. Ça veut dire qu'il y avait une commission de recherche sur la pornographie, ces sujets-là. Il est littéralement un expert du sujet. Il a fait une étude sociologique là-dessus. Il a des choses à dire. Et en fait, littéralement, par un petit jeu de on le prévient pas, on lui envoie pas les mails, on lui transmet pas les infos, on fait en sorte qu'il soit pas à la réunion, on essaye de le faire partir. Bah, il est parti. C'est ça qui se passe aussi, c'est que c'est une lutte de pouvoir, quoi. C'est pas parce que c'est le gouvernement qu'il n'y a pas une lutte de pouvoir au sein des forces qui nourrissent le gouvernement d'une idéologie à propos de ça. Et c'est pour ça que les résultats de ce que ça donne aujourd'hui, c'est interdiction du porno sans devoir valider son identité, qui est littéralement un double coup pour le gouvernement. Hein. Ça leur permet de trouver une justification pour fliquer les gens sur Internet et lever un certain anonymat, obtenir un certain contrôle sur la consommation de ce que les individus regardent, écoutent, consomment en termes de contenu. C'est un peu le côté palantir de la société, quoi. Donc en fait, voilà ce que ça donne en fait aussi. C'est quoi être abolo exactement, SVP? Être abolitionniste, c'est partir du principe que on va abolir la prostitution et on va abolir la pornographie même. On va interdire tout ça. On va juste supprimer ça. Alors, on va créer un monde où ça n'existe plus parce que ce qu'il en ressort est forcément mauvais. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Mais après, là, ce que je te dis, c'est plus précisément ce qu'on appelle abolitionniste, prohibitionniste. Il y a des abolitionnistes. Au fond, idéalement, ils sont pour ça, mais c'est pas des gens qui vont sur le moment interdire. Ils vont pas passer par l'interdiction systématique. Il y a plus un mécanisme de prohibitionnisme, quoi, ce que je décris. C'est comme la Zaza, quoi. De quoi vis-à-vis du cannabis. Ouais, très souvent, le débat se ressemble beaucoup. Hein. C'est-à-dire que peu importe combien de consommateurs t'interrogent, qui ont leur propre consommation, peut-être leurs problèmes des fois, mais surtout, la plupart des gens gèrent bien et sont loin d'être des addicts comme on les présente. Et pourtant, on ne va te pondre que des documentaires sécuritaires sur le trafic en banlieue, sur les petits consommateurs blancs, ni en hôpital psychiatrique, parce que ça les rend fous, le teuteux du quartier. C'est vraiment, ça va tout le temps être ça. Bah, dites-vous que c'est la même chose sur la pornographie, quoi. Sur la pornographie et la prostitution, c'est pareil. Ça veut dire qu'on est dans la même situation, on ne te produit que les trucs sensationnalistes et badants, quoi. On te montre jamais l'autre versant un peu plus précis de, peut-être comment des gens sont pu s'épanouir là-dedans, comment des gens font là-dedans, tu vois. Et c'est pas pour dire glamouriser le porno ou le TDS. C'est juste pour dire que, oui, mais cette parole existe vraiment pas, donc bon, autant la faire exister un minimum, quoi.